Bonjour, je vais peut-être laisser la parole. Oui, bonjour, on va peut-être clôturer cette journée. Je vais laisser la parole peut-être à Monsieur Lecoeur, qui est notre parrain, et je clôturerai peut-être la journée. Alors, juste avant, avant de vous donner juste la parole, je voulais, au nom de toute l'équipe et du département de l'Aude, remercier les 700 personnes qui se sont inscrites à cet événement et toutes celles qui sont venues suivre les ateliers et les conférences. Je voulais aussi remercier la cinquantaine d'intervenants que vous avez pu écouter sur les 2 jours et leur disponibilité pour venir pendant un week-end aussi parler de transition écologique avec nous tous. Toutes les conférences que vous avez pu suivre sont accessibles sur le site internet de l'événement dès ce soir et à partir de la semaine prochaine sur le site du département accélère.haute.fr. Et sur ce site qui est pérenne en fait et qui trace toute la stratégie départementale autour de la transition. On pourra aussi mettre en ligne des documents et des liens qui ont pu être évoqués dans les ateliers, dans les chats. Donc, on va régulièrement l'alimenter. Voilà, j'en termine. Merci beaucoup de votre présence et Erwan, je vous laisse la parole. Merci. Du coup, je vais essayer de faire une espèce de, entre guillemets, de synthèse, évidemment non exhaustive de tout ce qu'il y a pu se dire, parce que je n'ai pas pu tout suivre, évidemment, comme hier, je n'avais pas pu non plus tout suivre, mais j'ai pioché ici et là quelques bonnes idées, quelques bons conseils, et surtout une façon un peu globale d'aborder cette question de l'engagement pour la transition écologique et solidaire. Alors, premier point, je vais faire non pas de la publicité, mais si jamais ça vous intéresse, la question de l'engagement et notamment du changement de comportement personnel à l'égard de la transition écologique et solidaire. Pour votre information, le site du ministère de la Transition écologique a publié 3 rapports sur le sujet. Un sur la transition personnelle, individuelle, que j'avais eu le plaisir de piloter et de rédiger. Un sur la transition des organisations, donc notamment les entreprises et les associations, et un sur le récit global. Ça a été évoqué dans plusieurs ateliers. On ne change pas véritablement, c'est très difficile de changer si on n'a pas une forme de vision globale d'un monde d'après. Je crois que vous sortez, Nicolas, d'un atelier qui justement avait comme objet de dessiner le monde d'après, parce qu'en effet, on est dans un moment très instable. Je ne vais pas jouer mon philosophe, mais en gros, quand même, avec la Covid, avec les attentats, avec les élections ici ou là, avec tout un tas d'autres choses, ce monde est en train de devenir de plus en plus instable, sans doute, de plus en plus intéressant, mais également anxiogène. Et on a un nouveau phénomène que l'on appelle la solastalgie. C'est ce phénomène qui a d'abord touché les scientifiques qui travaillent sur la question climatique notamment. C'est un phénomène de dépression lié aux enjeux climatiques. C'est-à-dire que des gens tombent en dépression personnelle et collective parce qu'ils ont pris conscience des enjeux climatiques, écologiques, et qu'ils considèrent qu'en gros, on ne s'en sortira pas. Je rappelle, 65% des Français pensent qu'une catastrophe peut nous arriver dans les 20 ans qui viennent. Donc, ce n'est pas un phénomène qui consiste ou qui ne concerne que 1 ou 2% de la population. C'est aujourd'hui majoritaire. Majoritairement, nous considérons qu'il y a un problème dans cette société et qu'il va falloir se bouger pour le résoudre. Donc voilà. Du coup, on en arrive à la question, qu'est-ce que je peux faire? Que puis-je faire, moi, personnellement? Qu'est-ce que je peux faire avec ma famille, mes amis? Comment est-ce que je peux m'engager? Avec qui? Où? Quoi? Comment? Et vous avez eu tout au long de cet après-midi un certain nombre d'exemples de gens qui, avec les jeunes de On est prêt, par exemple, qui est une campagne en ligne, vous disent, bah écoutez, on peut changer les choses. On peut mettre l'État devant le tribunal, on peut pousser les maires à agir plus et à s'engager, eux aussi. Bref, il y a, je pense, 3 choses principales. D'abord, pour s'engager, il faut mieux comprendre et donc apprendre de quoi il est question. C'est pour ça que je pense qu'il était intéressant d'avoir les gens de la fresque du climat. Pourquoi? Parce que la fresque du climat, comme pour les coachs écolos, comme pour la question de l'empreinte écologique, il faut un peu mieux comprendre de quoi on parle. Et la fresque du climat nous permet de nous repositionner et de voir qu'il y a en effet une problématique claire, scientifique, évidente, et qu'il va falloir y répondre rapidement. Donc, première chose, si vous ne savez pas quoi faire dans la semaine qui vient parce que vous êtes en confinement,
formez-vous à la fresque du climat, devenez animateur. Pourquoi pas? On peut la faire en ligne. C'est très intéressant, très important. Et puis en plus, auprès de vos amis, vous passerez pour quelqu'un de encore plus intelligent. Voilà, je fais un peu de publicité, mais ça fonctionne aussi comme ça. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est par l'action, le fait de faire, qu'on va véritablement les uns et les autres changer aussi notre façon de penser. Rénover son habitat, ça a été dit, vous avez peut-être assisté à l'atelier. Il y a des coachs, il y a des animateurs, il y a un tas de gens qui savent comment vous aider à le faire. Vous pouvez, à la fois à titre individuel ou collectif même, modifier fondamentalement la façon de vivre dans votre habitat. Vous allez faire des économies, vous allez mieux vivre, vous allez avoir moins chaud l'été, plus chaud l'hiver. Bref, vous avez tout à y gagner. La vraie question, c'est pourquoi tout le monde ne le fait pas, en réalité. Et donc, on parle d'un coach écolo. Moi, je serais d'avis de dire qu'en fait, il faudrait des gens qui puissent vous orienter sur tout un tas de sujets, et pas seulement sur la rénovation de l'habitat. Eh bien, sur tous ces sujets, quelques personnes que la région, le département ou l'État cofinanceraient des postes de gens qui seraient des accompagnateurs vers le calcul dans l'empreinte carbone, savoir dans ma vie qu'est-ce que je peux changer à moindre coût, à moindre frais, et aussi où est-ce que je peux gagner de l'argent. Faut pas se leurrer, hein. Les familles à énergie positive dans les grandes métropoles où ça s'est fait, en général, les gens ils s'engageaient là-dedans parce qu'ils pensaient qu'ils allaient gagner de l'argent. Ils l'ont fait, ils ont gagné de l'argent, mais ils ont aussi gagné du confort et ils ont aussi gagné de l'estime de soi. Ne négligez jamais cela. Dans la transition, on agit parce qu'on comprend bien, parce qu'on est capable d'apprendre et de parler aux autres et de dire voilà pourquoi je le fais. Et regarde, toi aussi tu pourrais le faire parce que, par exemple, ta voiture, tu l'utilises sans arrêt et c'est pas forcément une très bonne idée. Tu pourrais, pour moins cher, avoir une voiture partagée, etc., etc. Donc, comprendre et apprendre, mais aussi l'estime de soi. C'est-à-dire, on ne fera réellement une transition majeure, collective, tous ensemble, à titre individuel comme collectif, que quand ce sera générateur d'une meilleure estime de soi, et plus seulement, je suis le pionnier, celui qui invente l'espèce de doudingue, comme les écolos des premiers temps, qui passaient un peu pour des types avec des pulls en laine, avec des longues barbes, et qui faisaient pas tellement envie, disons-le clairement. Aujourd'hui, être écolo, c'est plutôt tendance, c'est plutôt mieux, c'est plutôt être plus intelligent, c'est plutôt être dépenser moins d'argent, vivre mieux, etc. Profitons-en, allons-y et vivons mieux et ayons une meilleure estime à la fois de nous et de ceux qui font des efforts. Sur les déchets, sur l'énergie, vous avez vu, voilà, je recite Julien Vidal, ce livre-là, ça va changer avec vous. C'est plein de fiches pratiques. Voilà, une fois que vous avez ce livre, vous savez tous les jours quoi faire. Il n'y a pas de problème. Je l'ai offert à ma sœur, elle a changé sa vie. Voilà. Troisième chose, bien sûr, il faut agir. Il faut agir, il faut s'engager en agissant. À rénover son habitat, à faire plus de vélo, à refaire du sport, à arrêter de fumer, à plein de choses. Vous pouvez agir dans plein de domaines. Mais il faut aussi penser à l'influence. C'est-à-dire, agir, c'est bien, mais il faut aussi influencer les autres pour qu'ils agissent également. C'est-à-dire que d'une certaine façon, à titre individuel, nous sommes des vecteurs d'influence. Je le disais tout à l'heure, influence minoritaire, certes, aujourd'hui, parce que nous sommes une minorité à agir, mais qui a vocation à devenir un mouvement social et donc à devenir majoritaire. De la même façon qu'aujourd'hui, plein de gens font des choses qui sont devenues majoritaires, qui étaient minoritaires il y a longtemps. Je vous rappelle qu'il y avait 30 000 morts sur les routes de France dans les années 70, il y en a environ 3 000. Donc c'est possible, on peut changer. Je vous rappelle qu'il y a 2 ans, personne ne mettait de masque dans la rue. Aujourd'hui, tout le monde ou presque le met. Je vous rappelle qu'il y a 2 ans, on faisait la bise et on se serrait la main sans arrêt. Aujourd'hui, c'est plus la peine. Vous pouvez soit aller au travail de temps en temps, soit rester même chez vous derrière votre écran pour le faire. Ce que je veux dire par là, c'est que changer, c'est très possible. Soit parce qu'on est obligé, le Covid, c'est l'autorité qui nous dit voilà, il faut le faire, soit parce qu'à un moment, on l'a décidé collectivement. Donc, il y a des changements possibles et il y a des lieux d'influence possibles. Par exemple, vous vous dites, moi, je vois pas où je pourrais être influent parce que dans mon travail, on parle pas d'écologie, dans ma famille, pas tellement, mais peut-être que vous faites du vélo ou un sport quelconque, vous faites peut-être partie de club ou d'association, vous n'y pensez jamais. Un club cycliste, un club qui pourrait réparer des choses, un club sur l'alimentation, un club ou une association qui œuvre pour l'énergie citoyenne, par exemple. C'est comme ça qu'en Bretagne, on a certaines éoliennes qui ont été faites par les gens, de façon collective. Eh bien, vous pouvez donc investir les clubs dont vous faites déjà partie, et vous pouvez aussi investir les clubs dont vous ne faites pas encore partie. Voilà, je vous parle, moi qui vous parle, je me suis réinvesti dans la voile que j'ai pratiquée il y a longtemps. Eh bien, dans mon club de voile, mine de rien, je suis en train de convertir gentiment, tranquillement, sans même le faire exprès, plein de gens à des
des éco-gestes, tout simple, hein, les déchets du club, la façon de faire de la voile, la façon de se transporter, la façon d'y aller chacun avec sa voiture ou bien d'y aller en covoiturage. Il y a plein de petites choses qu'on peut faire et qui ont non seulement, alors vous allez me dire, ça ne va pas révolutionner la face de la planète, on ne va pas réduire l'empreinte globale de la planète comme ça, certes, mais on va faire en sorte petit à petit que de plus en plus de gens se retrouvent dans ces comportements et donc dans ces attitudes. C'est ça une minorité active qui devient une majorité. C'est comme ça que ça se passe. Ça se passe par la proxémie, la proximité, par le fait que vous connaissez des gens et que vous en parlez, dans votre famille, auprès de vos amis, dans votre milieu professionnel, etc., etc. Il y a plein de façons d'influer, d'influencer. Il y a bien sûr ce que je viens de dire, l'associatif, les associations. Il y a aussi les réseaux. Alors on pense aux réseaux sociaux. Oui, il faut penser aux réseaux sociaux. En ce moment, si vous vous promenez sur les réseaux sociaux, vous voyez bien qu'il y a un vent mauvais qui souffle également. Hein, on parle d'un grand, alors c'est mon autre sujet d'étude, j'ai travaillé longtemps sur l'extrême droite et le fascisme, il y a un mouvement complotiste qui s'appelle QAnon, qui vient des États-Unis, qui est financé, qui est organisé, qui est en train entre guillemets, de pulluler sur les réseaux sociaux. J'allais utiliser un autre terme, et vous savez lequel. Eh bien, il y a aussi le moyen d'organiser collectivement d'autres sons de cloche sur les réseaux sociaux, et c'est une des choses à faire absolument. Et plus vous serez quelqu'un de, entre guillemets, nouveau venu dans le club des transitionneurs, on va dire, hein, des gens, on appelle ça les culturels créatifs, si vous voulez tout savoir en sociologie, vous en faites partie évidemment, nous en faisons partie, et il y a plein de gens autour de nous, puisque ça pèse 30 à 35% de la population. C'est énorme. Donc tous ces gens doivent un petit peu mieux s'organiser. Le problème de ces gens, sociologiquement, c'est qu'ils sont très individualistes, très timides, très quant à moi, c'est-à-dire je ne vais pas m'occuper des affaires des autres. Eh bien, c'est faux. En fait, vous devez vous occuper des affaires qui sont les vôtres, puisque ce que les autres font va déterminer la survie ou pas de notre espèce sur cette planète à une échéance de 50 à 100 ans environ. Donc, si jamais vous avez des enfants, objectivement, pour pouvoir les regarder bien, pour pouvoir leur dire tout va bien se passer, il va falloir agir. Et il va falloir agir en influençant les gens sur les réseaux sociaux autour de vous. Pas en les obligeant, pas en les convainquant à tout prix, pas en les menaçant, mais petit à petit en faisant passer l'idée que oui, agir pour la transition, la planète et le mieux-être humain, on ne parle pas de la nature va s'en tirer, la planète, elle va s'en sortir. C'est l'humanité qui a un problème à se poser dans les 50 ans qui viennent. Donc voilà, donc si vous avez des enfants, vous comprenez ce que je veux dire, c'est-à-dire, en gros, si vous ne voulez pas qu'ils meurent gravement, dramatiquement, et même vous, si vous avez moins de 30 ans, pour des gens comme moi, d'une certaine façon, la question se pose de je mourrai peut-être dans 20-30 ans, mais de toute façon, je serai mort à peu près à cette époque-là. Donc voilà, je verrai des choses un peu atroces, absurdes, ignobles, mais je mourrai à peu près au temps normal. Si vous êtes plus jeune que moi, alors posez-vous des questions. Et si vous avez mon âge et que vous avez des enfants, alors posez-vous beaucoup de questions pour eux. Voilà. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'il va falloir sortir de la coquille. Il va falloir agir, influencer. Et quand vous faites quelque chose, faites-le savoir. Je dis toujours aux élus et aux organisations avec qui je travaille, 50% du boulot, c'est de faire les choses, les élus. Et 50%, c'est de faire savoir. Voilà. Si vous ne faites pas savoir que vous faites quelque chose, ben en gros, ça sert même pas à la moitié. Voilà. Donc, il faut influencer sur les réseaux sociaux, sur les réseaux professionnels, sur les réseaux amicaux, sur les réseaux loisirs. Dans tous ces réseaux, vous devez jouer votre rôle d'influenceur comme tout à chacun, au moins comme tout à chacun. Et comme vous êtes des têtes de réseau pour la plupart d'entre vous, parce que vous avez déjà pris conscience d'un certain nombre de choses, eh bien vous avez une responsabilité qui est double ou triple, voire encore plus. En tout cas, je ne vous cache pas, c'est ce que je m'applique à moi-même régulièrement. Voilà. Vous avez d'autres moyens d'influer, évidemment. Il y a le vote, hein, de façon individuelle et aussi collective. Il y a l'engagement. L'engagement, il peut être politique, social, associatif, culturel. Il peut être de divers ordres, mais dans tous les cas, le vote, c'est le choix. C'est le fait de décider collectivement. C'est pas la seule façon. On peut aussi faire des choses qu'on appelle des élections sans candidat. C'est pas un vote, c'est autre chose. Mais dans le milieu associatif, dans les milieux qui sont les vôtres, peut-être que ça vaut le coup d'apprendre ces petites techniques pour voir qu'il n'y a pas qu'une façon de faire de la politique, il n'y a pas qu'une façon de décider en commun. Pendant des siècles, on n'a pas voté, et les gens, pour autant, dans les villages, avaient des chefs, avaient des gens qui... Alors, c'était parfois des chefs, parfois des leaders, parfois des sorciers, parfois des sages. Il y a des conseils de sages dans le monde entier pendant plein de siècles. Eh bien, nous allons peut-être aussi réutiliser ces méthodes-là. Voilà. Enfin, dernier point, l'influence, c'est aussi dans le domaine de l'économie. Hein, moi, j'ai notamment suivi cet après-midi, pas seulement, mais notamment des choses sur le photovoltaïque, des choses sur différents sujets.
Eh bien, on a parlé aussi du revenu de transition. Et dans le revenu de transition, il y a une chose qui est apparue assez évidente, au-delà de l'intérêt évident et énorme de la mesure, de l'idée. D'une certaine façon, le revenu de transition nous amène à une société coopérative d'intérêt collectif. Et pesez bien chaque mot. Société, nous faisons société, et plus communauté. On n'est pas là parce qu'on est nés tous dans le même village. Une communauté, c'est ça. Non, non, une société, c'est un choix. En sociologie, la société, Durkheim nous l'apprend dès les années 20, dès les années 10, 20e siècle, la société, c'est un choix. Nous faisons collectivement un choix d'être en société. Une société coopérative, c'est-à-dire on coopère pour arriver à l'objectif. C'est pas un qui décide et les autres qui suivent, non, non. On coopère dans un objectif commun. Ce qu'en psychologie sociale, on appelle un but supraordonné. C'est un objectif commun que l'on ne peut atteindre qu'en commun. Je vous donne un exemple simple. Une équipe de foot. Eh oui, si la moitié de l'équipe part en milieu du match, vous allez perdre le match, c'est sûr. Une pyramide humaine ou une danse folklorique. Si la moitié des gens s'en vont au milieu de la danse, ça n'a plus tout à fait la même gueule. Voilà. Ça, une SIC, ça remet en scène cette notion de but supraordonné qui, en psychologie sociale, c'est démontré, est une des façons de faire en sorte qu'un groupe donne à la fois la substance, pourquoi il est là, et quel est son objectif, et qu'il le réussisse en commun. Chacun a sa place pour la réussite collective. C'est très important. Et donc, je pense que les histoires de sociétés coopératives d'intérêt collectif sont extrêmement importantes sur un territoire, parce qu'elles donnent, à titre individuel, un accompagnement à des gens. On leur dit, mais en fait, vous allez être embauché par une société coopérative, mais une société. Vous allez avoir un boulot. Deuxième chose, vous allez avoir un objectif économique et social. Troisième chose, vous allez rencontrer des gens qui sont des experts. La SCIC, de transition, eh ben, elle est capable de dire, il y a ça qui se fait dans tel département, ça dans telle région, donc on va faire plutôt ça que ça. Il y a une expertise énorme. Et puis enfin, elle va permettre aussi au territoire d'avoir des lanceurs d'alerte, d'avoir une expertise locale extrêmement forte et de rallier des gens sur deux objectifs principaux, l'économie et le social, qui en fait ne devraient pas être distingués. L'économie, au départ, je vous rappelle, hein, la racine des économies, c'est oikos nomos. La racine de l'écologie, c'est oikos logos. Les deux ont la même racine, oikos, le foyer, le bien-être au sein du foyer. Dans un cas, c'est le nomos, la norme qui fait l'économie, et qui est devenue en réalité de plus en plus une norme qu'on va appeler libérale, et plus du tout une norme logique, économique, au sens premier du terme. Hein. De plus en plus, l'économie est devenue une forme de grosse comptabilité, et ce n'est pas ça l'économie au départ. L'économie, c'est normalement une science, ou une discipline au moins, qui a pour vocation de faire en sorte que le commerce, au beau sens du terme, hein, le commerce, les échanges, soient les plus équitables possibles. C'est ça l'économie, même libérale de tout début, hein. La fameuse main invisible ou Pareto, Adam Smith, Pareto, on a tous étudié peut-être un peu ces choses-là. L'économie au départ n'a pas pour vocation de faire de la finance, pas du tout. Elle a pour vocation de répartir les biens et les richesses, et de la production et de la consommation. On doit donc réinterroger cette économie, oikos nomos, avec l'écologie, oikos logos, la réflexion sur comment est-ce qu'on fait en sorte que notre foyer soit vivable. C'est quand même la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que notre planète soit encore vivable dans 50 ou 100 ans. Donc, au niveau local, au niveau social, au niveau local, près de chez soi, on peut monter des sociétés coopératives de transition. Le département peut éventuellement les soutenir et on peut faire des choses très intéressantes pour les individus, pour les groupes et pour la collectivité. Voilà, dernier point, c'est pas inintéressant d'être dans un endroit, alors je ne connais pas très bien l'autre, je dois l'avouer. Moi, je vis à Grenoble, qui est une des villes qui a élu un maire écologiste en 2014. Vous avez vu qu'il y en a plusieurs autres qui ont fait la même chose ces derniers mois. Et à Grenoble, c'est vrai qu'on a bien vu que le fait d'avoir des élus qui s'engagent et qui déclarent qu'ils vont faire dans cet objectif-là, ça a suscité tout un tas d'engouements associatifs, de groupes de citoyens qui se sont dit, bah, cette fois, ça y est, je m'y mets le potager collectif, je m'y mets au tri des déchets, je m'y mets au compost, je m'y mets au vélo, etc., etc. Donc, on a, dans cette ville qui a été élue capitale verte européenne de 2022 pour ses succès des dernières années, donc c'est plutôt internationalement reconnu, eh bien, c'est pas les élus qui ont fait seulement, c'est les élus qui ont suscité quelque chose chez les citoyens. C'est ça qui est intéressant. Eh bien, peut-être que dans l'Aude, vous avez aussi cette nécessité de trouver, et vous avez apparemment des élus qui veulent, en tout cas qui le disent, qui s'engagent, qui sont prêts à s'engager, à écouter, à entendre, à aider ici ou là. Et du coup, j'ai envie de dire, vous faites partie des chanceux
et dans ce pays même, mais sur la planète, évidemment. Si vous allez en Inde en ce moment, c'est les nationalistes hindouistes qui sont au pouvoir. Si vous allez en Turquie, c'est Erdogan. Si vous allez aux États-Unis ces dernières années, Trump n'allait pas vous aider. Par contre, des municipalités allaient le faire. Donc, vous avez plutôt de la chance d'avoir des élus qui sont en tout cas pas du tout hostiles à ces idées-là, qui sont engagés pour y aller un petit peu. Donc, j'ai envie de dire, en tant que citoyens, les uns et les autres, vous avez plutôt de la chance. Et donc, je vais vous proposer un petit jeu, c'est que le chat, on va s'en servir pour dire les uns et les autres, vous êtes une quarantaine en ligne, vous mettez sur le chat en 2 ou 3 mots, une phrase très courte. Quel est pour vous, votre nouvel engagement dans les 5 ans qui viennent? Quoi vous vous engagez? Et on va le garder, et puis éventuellement, on va vous le renvoyer dans les mois, dans les semaines, dans les mois qui viennent. Puis peut-être que ça va générer des idées de choses. Par exemple, si vous êtes plusieurs à vouloir faire la même chose, ou bien si vous êtes plusieurs à dire bah, j'aimerais bien, mais je peux pas parce que, et peut-être qu'on pourra régler le problème pour vous. Donc voilà, on va faire le jeu. Essayez tous de jouer. Vous êtes 40, 39 exactement. Alors peut-être que Madame la Présidente ne va pas le faire, peut-être qu'elle devrait le faire. Tous et toutes, même les élus, vous écrivez en une seule phrase, vraiment. Vous faites très simple. Quel est votre engagement personnel dans les 5 ans qui viennent? Voilà, et je vous remercie. Monsieur Leclerc, je tiens tout d'abord à vous remercier, Monsieur Erwan Leclerc, pour avoir été le parrain et la première personnalité inspirante de ce deuxième forum Accélère, 100% digitalisé. En votre double qualité de sociologue et de spécialiste de l'écologie politique, vous nous avez donné envie de nous engager encore plus dans la voie que le département a choisi de prendre, celle de mettre en place des actions concrètes pour lutter contre le réchauffement climatique qui, vous le savez, on l'a dit, même si vous ne connaissez pas beaucoup l'Aude, vous en avez entendu parler, nous on est très impactés par le réchauffement climatique. Et comme l'a indiqué notre présidente Hélène Sandragnier, le département a pris des décisions fortes pour tendre vers une autonomie énergétique entièrement renouvelable à l'horizon 2050. Le département est déjà en pointe sur la production d'énergie renouvelable puisqu'on a eu la première éolienne de France qui a été posée à Port-la-Nouvelle en 1991. Et on s'est doté d'un outil de planification des énergies renouvelables avec un diagnostic territorial partagé de développement des énergies renouvelables. Et les filières dont le soutien devra être le plus fort sont le solaire, le bois énergie, auquel on pense peu aussi, alors que l'Aude a beaucoup de bois, la géothermie, le biogaz. Et c'est pour ça que la mise en place du cadastre solaire a été présentée lors des ateliers qui devrait aider les particuliers, les entreprises, les collectivités à couvrir un maximum de toitures. Je crois qu'il y en a 100 000 à peu près qui sont éligibles dans le département. Des surfaces de parking aussi pour le panneau solaire ou le thermique. Dans un même temps aussi, le département a mis en œuvre un certain nombre d'outils qui concourent à une réduction globale des consommations énergétiques, comme par exemple mon compte écologie, vous en avez parlé, les aires de covoiturage multimodales, d'autres outils sont en cours de création en partenariat avec la région Occitanie, comme une plateforme de mobilité solidaire, un guichet unique aussi de la rénovation énergétique, vous en avez parlé. C'est vrai qu'il faut absolument que nos concitoyens puissent avoir accès facilement à cette rénovation, à ces outils, et donc il faut un référent unique. Le département n'a pas non plus oublié les agriculteurs, qui sont des acteurs clés de la transition écologique et énergétique, puisque ce sont les premiers touchés par les dérèglements climatiques. C'est pourquoi nous avons mis en place l'opération Ma vie au naturel, pour les aider à lutter contre les parasites du vignoble par la confusion sexuelle, plus particulièrement par l'utilisation de phéromones synthétiques contre le ver de la grappe. Et sachez qu'aujourd'hui, on a plus de 700 agriculteurs qui utilisent ces techniques non polluantes qui permettent de remplacer les pesticides. En fait, quand on prend les choses d'un peu plus loin, on s'aperçoit que le débat sur la transition énergétique, finalement, c'est la construction d'un nouveau modèle. C'est une création d'emplois non délocalisables, de nouvelles filières aussi, un premier gisement, celui des économies d'énergie. Et il y a aussi un point qui me paraît crucial, c'est que la transition énergétique dans l'Aude ne doit pas se faire aussi au bénéfice des grands groupes avec la mise en place d'une économie tiers-mondiste. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, 9% des recettes générées dans l'Aude restent dans l'Aude par les énergies renouvelables. Tout le reste part. Or, le soleil et le vent, ce sont des biens communs. Ils doivent être reconnus comme tels. Si des éoliennes et des panneaux solaires sont installés, c'est pour produire de l'énergie, produire de la richesse sur place et non pour alimenter un capitalisme mondialisé. C'est pourquoi le département a mis aussi en place des outils avec le syndicat de l'énergie qui permettront de mieux contrôler les richesses produites sur notre territoire et d'en faire profiter aussi toutes les collectivités et nos concitoyens. Comme vous l'avez dit vous-même, Monsieur Leclerc, le développement des énergies renouvelables, il n'a pas conduit pour le moment à une décarbonisation des infrastructures énergétiques car
La demande énergétique augmente plus vite que le développement des sources d'énergie renouvelables. Vous l'avez redit en introduction, nos concitoyens conduisent des SUV. Et ils sont connectés aussi au réseau électrique, mais ce n'est pas une question de choix. Ils sont enfermés dans des modes de vie insoutenables. En tant qu'individu, on peut acheter un vélo, on ne peut pas développer d'infrastructures cyclables. C'est donc à nous, aux collectivités, aux politiques, de créer les conditions d'un changement des modes de vie. Et c'est vrai que les ateliers d'aujourd'hui nous ont permis de nous rendre compte que chaque citoyen aussi peut avoir un effet sur son environnement, sur sa consommation et donc sur la planète. L'atelier Dessine-moi un monde nouveau, auquel j'ai participé, alors moi j'étais très content d'y participer parce que déjà on se projetait en 2050, ça veut dire qu'on était tous vivants déjà, donc ça veut dire qu'on a au moins atteint l'objectif des 2 ou 3 degrés d'augmentation des températures. Et ça permet d'imaginer à quoi devrait ressembler la nouvelle normalité d'un monde durable au quotidien. Parce que le changement social, finalement, ça consiste à transformer ce que l'on considère aujourd'hui comme normal. Et c'est en changeant nos infrastructures de vie, des objectifs d'institutions, comme le département le fait, doit le faire encore. Vous avez dit, vous avez là des élus qui s'y mettent un peu. On va s'y mettre encore plus. Il faut qu'on y arrive parce que si on ne change pas nos comportements individuels, nos comportements collectifs, on n'y arrivera pas. Et j'espère qu'avec les conférences et les ateliers qui ont été animés par des personnalités inspirantes comme vous, auront donné envie à ceux qui les ont regardés, à ceux qui ont participé, de donner le mot à leur famille, à leurs amis, comme vous l'avez dit. Il faut être influenceur. Et c'est ainsi que la minorité active deviendra dans quelques années la nouvelle majorité silencieuse, ayant adopté un nouveau mode de vie respectueux de l'environnement et plus solidaire. Et bien sûr, je voulais finir en remerciant chaleureusement tous les intervenants qui ont fait de ce forum 100% digitalisé un succès, notamment Barbara qui a pris la parole tout à l'heure, et aussi Jean-Michel Mesquier et tous les autres. Je remercie également bien sûr tous les agents du département qui ont mis en place ce forum dans des conditions difficiles et qui ont relevé ce défi. J'espère néanmoins que l'année prochaine, nous pourrons à nouveau nous rassembler de manière physique, aussi à l'hôtel du département de l'Aude pour des ateliers créatifs. Mais je pense néanmoins que les conférences et certains ateliers par voie numérique devront être conservés car ils permettent de faire en sorte que le plus grand nombre de personnes puissent participer à ce forum sans se déplacer. Et c'est pourquoi je donne rendez-vous à tout le monde en 2021 pour la 3e édition. Voilà, et je voulais finir sur une note positive. Je crois que vous avez raison, c'est par le biais de tels forums, par cet outil aussi numérique, même s'il dépense de l'énergie, qu'on va réussir à avoir une minorité qui est de plus en plus agissante et que finalement, on va réussir par nos actions au quotidien à faire en sorte que tous nos proches, nos familles, adoptent des gestes plus respectueux pour l'environnement et qu'on ait aussi d'autres normes. Mais là aussi, il va falloir qu'on influence le législateur, nos grands élus aussi, pour que, au niveau par exemple des publicités, on ne fasse plus la publicité des SUV ou des voitures, mais d'autres choses. Je crois que c'est un ensemble. Vous avez parlé d'ensemble systémique. Il faut effectivement que ce soit au niveau systémique. Si on fait que des petites actions tout seul dans son coin, on ne va pas y arriver. Mais je crois que l'intelligence collective va de l'avant. Et je vous remercie de participer en tout cas à cette intelligence, monsieur Lecoeur. Vous nous avez permis en tout cas d'avoir un peu un effet miroir et de voir un peu jusqu'où on doit aller. Et ce recul était nécessaire. Voilà, merci beaucoup. Merci Harry. Et j'espère que vous serez présent peut-être en 2021 avec nous. J'espère être encore en forme, en tout cas, quoi qu'il arrive, et j'espère peut-être présent. Vous avez dit que vous avez une durée de vie une espérance de vie de 20 à 30 ans. J'espère qu'elle sera même C'est ce que j'avais à peu près prévu il y a 20 ou 30 ans. Donc, je vais m'y tenir, j'espère. Merci à tous ceux et toutes celles qui ont répondu, qui ont joué le jeu sur le fil de discussion. On va tout enregistrer et puis, du coup, on a vos adresses, j'espère, vos adresses mail, et on pourra éventuellement vous donner des suites sur ce qui peut se faire et ce qui ne se fait pas éventuellement, ou ce qui pourrait se faire avec vous. Parce que de toute façon, je répète, merci pour vos compliments. Moi, le message principal que je voulais passer, c'est il y a ceux qui disent beaucoup, qui doutent énormément, qui vont pas très bien dans cette société et qui ne cessent de douter. Vous la voyez sur les réseaux sociaux. On les entend beaucoup trop sans doute, parce qu'on est une société justement qui laisse beaucoup trop de place à ça, à ces doutes, à ces gens qui sont dans une forme de perpétuelle colère. La colère ne sert à rien, sinon à casser les jouets. D'une certaine façon, si vous en avez assez de vos jouets, construisez de nouveaux jouets. Et donc faites, agissez.
Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir.